Je pleure que les gens en France ne soient pas capables de s'unir pour se battre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait Macron? Les pompiers ont un petit peu gueulé, un petit sucre. Les camionneurs ont un petit peu gueulé, un petit peu de gasoil. Les VTC ont gueulé, une petite faveur par rapport au Uber. Les avocats ont gueulé, machin. Alors qu'on descendait la rue tous ensemble un samedi. Il était mort. Les pompiers, les VTC, les ambulanciers, etc. Il était mort. Ce gouvernement, en 2 jours, était mort. Mais le problème qu'on a en France, c'est que chacun travaille pour sa seule sacristie. Chacun travaille pour sa seule calèche. Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus. La corruption en France est-elle systémique? On est avec Philippe Pascot qui a sorti son dernier livre Pilleurs d'État, encore et encore, qui est la suite de Pilleurs d'État, qui est le livre qui avait fait beaucoup de bruit il y a 10 ans, où il avait, donc entre-temps, il a sorti 2000 noms, c'est son plus haut fait d'armes, 2000 noms d'élus, finalement, qui ont eu des actes de corruption, emploi fictif, détournement de fonds, et on se rend compte que ça touche tout l'espace public, que ce soit les sénateurs. Alors là, dans ce livre-là, on revient sur l'affaire des chocolats au Sénat, ça revient sur énormément d'affaires depuis ces 30 dernières années, de Tibéri à qui on veut. Mais non, c'est surtout des faits que les gens ne savaient pas. Donc l'affaire Tibéri, c'est vrai que c'est une vieille affaire. Ce qu'on ne sait pas, et ce que je mets dans mon livre, c'est qu'on a les preuves aujourd'hui que les juges savaient avant de condamner Tibéri. C'est-à-dire qu'on savait que M. Tibéri avait détourné entre 8 000 et 10 000 voix par élection. 8 000 ou 10 000 voix, vous vous rendez compte de la ville moyenne. Il le savait et on a quand même mis 21 ans à le condamner. Bonjour Philippe Pascot, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et alors, c'était mon introduction et c'est aussi ma première question. Quand on lit ce livre, on va détailler plusieurs affaires. Voilà. Mais donc, si on prend une vue globale, est-ce que la corruption en France est systémique aujourd'hui? Elle n'est pas systémique, mais elle commence à devenir très envahissante. C'est-à-dire que si on laisse faire, et malheureusement ça augmente de jour en jour, la France va devenir un pays de mafieux politiques. Et je pèse mes mots. Mais là, du coup, on a l'impression que c'est déjà le cas. Alors, c'est pas encore le cas, parce que moi, on lit. Il y a quand même un paquet d'élus en France. J'ai plus le nombre en tête, mais il y en a un paquet. C'est pas tous des pourris. Mais c'est vrai que plus on remonte en haut de la pyramide, et ce n'est pas une parole maçonnique que je suis en train de vous dire, plus il est difficile de ne pas être corrompu. Les pyramides, j'ai pas compris. Ouais. Ah oui. il est difficile de ne pas être corrompu. Et moi, plus je remonte en haut de l'étape, plus je m'aperçois que aussi bien à droite qu'à gauche, les élus sont corrompus. C'est ce qui est souvent dit dans d'autres ouvrages aussi de politologues, c'est que finalement, certains dénoncent qu'à un certain niveau, pas de problème en politique pour rester sain et simple, mais ceux qui essaient de gravir les plus hauts échelons de la pyramide, de la hiérarchie, effectivement, on se rend compte que ces gens-là sont obligés de faire des concessions. D'ailleurs, vous aviez travaillé avec Manuel Valls à l'époque, et vous rappelez à quel point il va retourner sa veste tout le temps. Là, effectivement, vous rappelez qu'il était petit chroniqueur télé avant de devenir ministre des Outre-mer. Enfin, on est face à des gens... de Manuel Valls. Ouais. Celui que j'appelle Dark Vador maintenant. La seule personne avec qui je me sois battu physiquement 2 fois. Battu physiquement? Oui, une fois il m'a collé contre le mur, une fois je l'ai collé contre le mur. Un partout Oui, un partout. Mais je le dis aussi souvent, Manuel Valls au début était un mec bien. Comme plein de politiques d'ailleurs. Quand il avait à peu près quel âge? La trentaine? Quand il a commencé à la mairie d'Evry, moi je l'ai suivi, ça a duré 1 an. Il a à peu près quel âge à l'époque, par exemple? Je ne sais plus, quarantaine d'années. Ah oui, donc ouais, d'accord. Mais c'était un mec bien, quoi. Et le problème, c'est que plus les gens rentrent en politique, plus ils se pourrissent. Et Manuel Valls, il a vraiment viré sa cutie, je l'ai vu virer sa cutie, le jour où il est devenu député. Le jour où il est devenu député, il est passé de l'autre côté du miroir. Mais alors, on a du mal à comprendre. Les députés, on en reparlera. Il y a aussi l'affaire des grandes surfaces frauduleuses où beaucoup de députés ont reçu, donc avec Martine Donnette et Claude Diot, que vous connaissez, bien, ouais. Et qui, on sait que beaucoup de députés donc leur ont répondu, on a reçu votre livre sur ces fraudes, et jamais rien n'est fait, jamais une audience, etc. Alors si, c'est faux, puisqu'ils ont été écoutés par le groupe indépendant, l'IOT, en 2023, ce qui n'a rien donné, puis les gens disaient non, il n'y a pas de fraude, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que les députés n'écoutent pas, justement? Parce qu'ils croquent.
Et vous dites souvent la soupe est trop bonne. Mais oui, la soupe est vachement bonne. Pourquoi ils bougeraient? C'est pareil pour le casier judiciaire, parce que je connais bien Martine, et le combat qu'elle fait depuis un paquet d'années. Elle a raison. Martine Denette. Elle a raison. Mais malheureusement, les politiques ne bougent pas, parce que quelque part, l'installation d'un hypermarché comme Amazon ou d'autres trucs sur un secteur, c'est énormément d'argent pour la circonscription. C'est énormément d'argent. C'est du travail. Même si c'est du travail sous-payé. C'est du travail. Donc pour un élu, taper là-dedans, c'est pas bon. Donc ils tapent pas, ils évacuent le problème. J'ai le même problème sur le casier judiciaire vierge que j'ai instauré. On va en rappeler, parce que vous vous rappelez que c'est toujours bloqué entre l'Assemblée et le Sénat. C'est dans un tiroir du Sénat. Macron a menti à ce sujet-là, et je te le dis, Macron, t'es un menteur sur le casier judiciaire vierge, fais-moi un procès. Alors il faut rappeler que le casier judiciaire vierge, c'est justement une affaire où en fait c'est quelque chose, c'est un projet que vous aviez porté, où en fait on dirait, pour être élu, il faut un casier judiciaire vierge. Pour travailler à la mairie, il faut avoir un casier judiciaire vierge, mais pour être élu, non, pas besoin. C'est ça. On peut avoir 1000 faits d'armes de délinquance. Il n'y a pas de problème, enfin pas 1000, mais tu peux être condamné pour des faits de corruption, de concision, d'abus sexuels, etc. et diriger une mairie. Par contre, tu ne peux pas en étant fonctionnaire. C'est complètement inadmissible. Et donc là, ça a été voté à l'Assemblée, mais c'est toujours bloqué au Sénat. Ça avait été voté le 1er février 2017. C'était une loi auquel j'ai participé avec un sénateur qui s'appelle Cabanel et une députée qui s'appelle Combe, etc. On avait même pris la précaution de téléphoner au Conseil constitutionnel pour voir si dans la loi, le Conseil constitutionnel la rejetterait. Le 1er février 2017... le casier judiciaire vierge pour être élu a été voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité des présents, tous partis confondus. Je ne vous dirai pas qu'il y avait 577 députés, il y en avait un petit peu beaucoup moins. Mais ils l'ont voté. Cette loi est donc partie au Sénat pour une deuxième lecture envers les sénateurs. Depuis, elle est en train de pourrir dans un des tiroirs du Sénat. Je donne d'ailleurs à tous ceux qui le veulent le numéro du tiroir et le paquet dans lequel elle est. Il suffirait qu'un groupe politique du Sénat, se l'approprie, sorte, qu'il la vote en machin et que ça reparte à l'Assemblée pour qu'elle soit définitive. Ils ne le font pas. Pourtant, il y a toujours, et je précise bien, c'est moi qui les ai référencés, j'avais noté 396 métiers en France où on exige un casier vierge pour travailler. Mais pire que ça, il y a même des métiers maintenant, depuis Macron. Pour les journalistes, pour la carte de presse, alors, tu peux être journaliste sans la carte de presse, hein, ça, c'est un mythe. Mais par contre, je crois que pour la carte de presse, il faut... Mais il faut casier vierge pour être animateur, pour être pompier, pour être ambulancier. Il y a 396 métiers que j'ai référencés moi-même. Pire, depuis l'ère Macron, entre guillemets, il y a même des métiers maintenant où il faut que tu fournisses un casier judiciaire tous les ans. Il n'y a que tous les ans, il faut que tu ailles chercher un casier judiciaire et que tu le donnes à ton employeur. Pour être élu, non. Je veux qu'on m'explique. Eh bien, c'est toujours pas fait. Et Macron, je suis pas anti-Macron, m'a menti personnellement à ce sujet-là. Donc ça va, Macron, t'es un menteur sur le casier. Il a dit qu'il allait le faire. Il a inscrit page 27 dans son programme présidentiel. On en parlera tout à l'heure des promesses des politiciens, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être un manque de contre-pouvoir qui pourrit le pays. Et si on voulait une bonne société, une société cohérente pour les êtres humains, il faudrait peut-être justement des contre-pouvoirs sur les élus pour les empêcher de ne pas tenir leurs promesses. Là, c'est pas compliqué, il faut juste des RIC. Juste des référendums d'initiative citoyenne. Oui. Ça empêcherait que leurs promesses ne soient pas tenues. C'est-à-dire qu'un mec qui commence à déconner, tu montes un RIC, on le dégage. Je veux dire, ah oui, d'accord. Okay. Est-ce que tu sais, les gens ne le savent pas, où le RIC a été le plus employé de façon efficace? La plupart des gens pensent que c'est un truc de communiste. Eh ben non, c'est aux États-Unis. Okay. Schwarzenegger, ça te parle? Oui. D'accord, le monsieur muscle. Devenu gouverneur. Schwarzenegger a été élu gouverneur sur un RIC. Oui, parce que le précédent gouverneur avait été destitué. Eh bien oui, par un RIC. Okay. Parce que les gens trouvaient qu'il déconnait, ils l'ont viré et il est devenu... Donc ça marche. C'est donc, aujourd'hui, dans France, et je ne comprends pas, tous les métiers, il y a un contrôle. Journaliste, si jamais tu écris mal, tu es convoqué par ton rédacteur en chef et t'es viré. Comptable, si tu fais une erreur, tu es convoqué et t'es viré. Animateur, si tu commences à mal, t'es convoqué et t'es viré. Eh bien élu, non. Ils dépensent notre argent n'importe comment, ils font ce qu'ils veulent. Non seulement ils ne remboursent pas la dette, parce que toi, si tu fais une erreur comptable, tu es trésorier payeur, tu es responsable sur tes deniers propres. Si tu vends une voiture, que tu es concessionnaire de bagnole et que ta bagnole est pourrie, c'est sur tes deniers propres que tu vas rembourser. Eh bien, les élus, non.
Ils peuvent faire des ronds-points qui servent à rien, faire des routes qui servent à rien, dépenser notre argent, le perdre. Ils ne sont pas obligés de rembourser. Moi, je trouve ça un petit peu... Et même quand ils sont condamnés à peanuts. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée à Rambouillet. Ça te parle, Rambouillet ? Ouais, tout à fait, la forêt de Rambouillet, sud-ouest de Paris. Voilà, dont le maire était un monsieur qui s'achète des des fauteuils à 34 000 euros, qui aime bien manger. Comment, je ne me rappelle jamais son nom, ce brave monsieur. C'est un monsieur un peu fort, qui est président du Sénat. Ça te parle pas ? Si, t'as envie que je dise le nom à ta place, mais Ah ouais. je vais te laisser te débrouiller, je connais ta technique. J'en suis pas à ma première interview de Philippe Pasco. Bref, ce brave monsieur maire de Rambouillet, il se trouve qu'il y a un de ses adjoints qui, pour X raisons, a détourné, mal géré, plus de 20 millions d'euros sur une affaire d'eau. 20 millions d'euros. Il est condamné. Il a été condamné à 0 centime parce qu'il s'est arrangé pour être insolvable. Et en plus, la mairie ne s'était pas portée partie civile. Ce qui fait que la population de Rambouillet, non seulement elle s'est fait gruger de 20 millions d'euros grâce à cet adjoint, mais en plus, il a remis ça dans les impôts futurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est 40 millions d'euros que les gens se sont pris dans les dents. 0 condamnation. Moi, j'exigerais, je trouverais normal qu'un élu qui déconne et qui détourne du pognon et s'est prouvé, il rembourse au moins à hauteur de ce qu'il a détourné. Eh ben non, c'est pas comme ça en France. On te serre la main, on te dit c'est pas bien, on te fait une petite tape sur les doigts et tu rentres chez toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est ce qui s'est passé pour Dupond-Moretti d'ailleurs. Ah bah Dupond-Maserati. Non, Moretti c'est... Dupond-Maserati. Mais oui, moi je l'appelle comme ça maintenant, monsieur. Ou j'ai un autre nom, sur un autre surnom, je l'appelle Dupond-Morietti. Je sais pas si ça te parle, c'est le monsieur qui était le diable de Sherlock Holmes. Hein. Donc Dupond-Maserati-Morietti, oui, il a fait très fort. Il a inventé une nouvelle formule, il a remis au goût du jour une nouvelle formule qui date du sang contaminé, ou du temps du sang contaminé. Il y a une formule qui est sortie, c'est qu'on était responsable mais pas coupable. Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens que, et d'ailleurs vous en parliez dans le livre, c'est la CJR qui en fait va vous relaxer finalement alors que vous êtes condamné à la base. La haute cour de justice. Ça, on en parlera à la cour de justice. On a plein de choses à parler, mon beau vieux. T'as pris un sac de couchage. Donc, il y a une formule qui maintenant court depuis Dupond-Maserati. Ouais. C'est que lui, maintenant, la formule, c'est « je suis coupable, mais pas responsable ». Donc, c'est un truc de fou. C'est quand même un type, et il faut que les gens le sachent, qui a oublié de déclarer 300 000 euros sur ses revenus. 300 000 euros. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait fait encore même pire en 2017. 9 millions. C'était 9 millions ouais. À peu près, oui. Que sur ces stocks options, sur le retraite. Sur les trucs de Rothschild. Qu'on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs, on ne sait pas où ils sont. Donc, moi j'ai du mal. Il y avait des créances à Brigitte Macron. Hein. Ouais, on ne sait pas. CCG lui a donné son argent, donc il n'avait plus d'argent. Le problème, c'est que tu le liras dans le bouquin, j'ai même découvert que toutes les campagnes électorales des présidents de la République depuis 1958, c'est-à-dire depuis Mitterrand, ont été truandées. Et ils ont toutes été validées. C'est-à-dire que même la campagne des opposants, Jean-Marie Le Pen, etc., quasiment toutes ont été truandées. Et le Conseil constitutionnel ou la haute autorité, je ne sais pas quoi de l'époque, les a validées. Donc ça ne veut plus rien dire. Quand tu vois que même les présidents de la République ont truandé sur leur campagne électorale et qu'on me dise surtout pas que c'est pas vrai, on en a les preuves aujourd'hui. Et en plus, il y en a un qui s'est fait gauler. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps d'un truc de fou en France qui frappe pas les gens. Nous sommes le seul pays au monde, on the world, à avoir 2 présidents de la République qui ont été condamnés par la justice et avoir 2 premiers ministres qui ont été condamnés par la justice. Ça me pose question quand même. Ouais. Et on est le seul pays au monde à avoir 2 gardes des Sceaux qui ont été remis d'examen pour escroquerie et autres babioles. Ça pose quand même question par rapport à l'éthique de nos gouvernants. Je le rappelle quand même, et je le mets dans le bouquin, preuve à l'appui, qu'en 2018, ça va, 2018, c'est pas trop loin. Tu sais, c'est juste après mai 2017. 2018. Ouais, bah oui, je connais bien. Il y a un mec qui a été élu, là, comment il s'appelait, là, un petit jeune qui couchait avec une petite vieille. Macron, voilà, je cherche son nom à chaque fois, c'est dingue. Donc il y a un type qui s'appelle 25 Macron. 25 ans d'écart dans le couple. Il y a un type qui s'appelle Macron, qui avait été élu en mai 2017 pour changer la politique en France. Moi, je me rappelle de ces slogans. On va se débarrasser de tous les politicards. La vieille politique, c'est de la daube. On met tout ça à la poubelle. Tout va changer. Tout va changer. Votez pour nous, ça va aller mieux. Vous inquiétez pas. Et toi, tu dis oui, tout a changé. Ah bah c'est clair, tout a changé. En 2018. En pire. En 2018. Et encore une fois, ce que je dis est factuel.
En 2018, 21 ministres du gouvernement Macron avaient déjà eu affaire à la justice ou au fisc. 21 ministres. Pour quelqu'un qui voulait changer les choses, je trouve qu'il fait quand même assez fort. Eh bien, il faut que les gens le sachent. Parce que ce qu'on nous a vendu, en fin de compte, c'est un leurre. Ce qu'on nous a vendu, c'est un mensonge éhonté. Et j'ai eu les preuves, et je l'ai mis dans mes bouquins, 87 députés macronistes dans le premier gouvernement Macron ne sont pas venus à l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi. C'est-à-dire que les mecs... Élus. Ah oui, oui. Mais Par contre, ils ont touché leur salaire. Leur indemnité. C'est pas des salaires. Ça va, toi, si tu vas pas bosser à l'usine, qu'est-ce qui se passe? Ton patron, il te paye quand même? Toi, si tu es secrétaire dans une mairie, tu vas pas taper tes rapports, le maire, il te paye quand même? Eh bien, eux, ils se sont pas pointés pendant 1 an et demi à l'Assemblée nationale. Et quand je dis pas pointés, c'est-à-dire qu'ils sont pas venus. Les lois, ils les ont pas votées. Le travail, ils l'ont pas fait. Ils te disent qu'ils l'ont fait. Hein. Ils te disent qu'ils étaient en commission. Ils te disent qu'ils étaient sur leur département. Mais attends, t'es pas payé pour ça, mon bonhomme. Est-ce qu'un maître d'école peut dire moi, je suis trop de boulot. En fin de compte, je fais des devoirs à la maison, j'ai pas besoin d'aller en classe. Eh bien, eux, c'est ce qu'ils font. Je le mets dans le bouquin. J'ai des lois qui ont été votées avec 20 députés. Des lois importantes. Des lois qui obèrent notre vie pour les 20 ans à venir. C'est pas la petite loi de plantation de plantes dans un jardin. C'est des lois sur la sécurité sociale, c'est des lois sur notre vie future pendant 20 ans. Mais ça, 20 députés. 20 sur 577. Mais ça, on entend ça depuis... Alors, j'ai un peu moins d'expérience de la vie que toi. Alors, on a commencé à se tutoyer, on peut se tutoyer. Mais, moi, je tutoie toujours maintenant. Voilà. J'ai l'âge. De toute manière, il n'y a pas de problème sur le respect là-dessus. Voilà. Mais sur la partie les députés ne viennent pas. On entend ça depuis... J'ai toujours entendu ça. Oui. Les députés ne viennent pas. À l'époque, on disait David Douillet ou n'importe qui. Il y en a plein qui... Et encore lui, parce qu'il était célèbre. Pourquoi on ne fait rien sur une loi comme ça? Est-ce que ça devrait être la base de... Parce que c'est eux qui font les lois. C'est eux qui font les règlements. J'ai un hyper copain qui écrit des bouquins qui s'appelle Ivan Stefanovic, qui lui aussi écrit des bouquins sur les élus et sur le Sénat. Il a réussi à prouver, entre guillemets, que les sénateurs ne venaient pas sur certaines séances. Du coup, monsieur Gérard Larcher, c'est le nom de tout à l'heure que je ne t'ai pas donné exprès, monsieur Gérard Larcher a institué dans le règlement que si les sénateurs ne viennent pas, on leur retirait 1/4 de leur indemnité, 10e, enfin, il y a tout un barème qui viennent ou ne viennent pas. Sauf que il ne l'applique pas. Ah si, j'ai oublié. Parce que Gérard Larcher, quand même, il est futé. Hein. Donc, si tu envoies un petit mot d'excuse, comme quoi tu es malade, etc., on ne te retire pas d'indemnité. Donc, Yvan, qui est un type très 1000 fois plus rigoureux que moi, a creusé et il s'est aperçu qu'un jour, monsieur le sénateur président Gérard Larcher n'était pas venu au Sénat parce qu'il était malade. Ça arrive, hein. T'as le droit. Donc il avait envoyé un certificat médical. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, le même jour où on a vérifié, il était en train de voter des trucs en séance à Rambouillet. J'ai du mal à comprendre. Parce que même quand ils fournissent un certificat médical et qu'on s'aperçoit que c'est faux, ils ne sont pas. Et ils sont pas contrôlés. Et on n'a jamais pu savoir quel sénateur venait, quel sénateur ne venait pas, à qui ils avaient retiré des indemnités. Donc même s'ils posent ça, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui décident. Donc le problème, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler. Le déontologue, c'est qu'il y a des progrès. On s'est battu pour l'IRFM, indemnité représentative de frais de mandat. Maintenant, ça s'appelle l'avance sur frais de mandat, AFM. C'est une grosse galéjade. Ces gens-là se couvrent les uns les autres. Ils ont changé les choses parce que ça se voyait trop. Et parce que quelque part dans la presse, on a réussi à faire paraître, il y a encore des journaux comme les vôtres qui arrivent à dire des vérités sans être contrôlés par un parti politique ou par un organisme économique. Mais en fin de compte, ça n'a servi à rien. Parce que le déontologue de l'Assemblée nationale ne peut contrôler les députés qu'une fois par mandat. Une fois que le mec a été contrôlé une fois, il est sûr de ne pas être contrôlé le reste de son mandat. Donc aujourd'hui, ils se battent tous pour être contrôlés dans la première année. Je le mets dans le bouquin, il y a quand même encore des sénateurs et des députés aujourd'hui qui se font rembourser 3 fois leur note de restaurant. 3 fois. Alors qu'ils ont des frais de représentation. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Toi, tu es dans une entreprise. Toi, tu es journaliste, comme là. Quand tu vas au restaurant, c'est toi qui avances l'argent et tu es obligé de mettre derrière ton ticket avec qui tu déjeunais et pourquoi tu déjeunais. Parce que sinon, tu peux être mis en examen pour abus de pouvoir.
et abus de biens sociaux. Surtout les médias indépendants, on est souvent plus contrôlés que d'autres. Les députés, non, ils peuvent aller au restaurant, ils n'ont pas besoin de le mettre, ils mettent rien du tout, ils dépensent notre argent et en plus ils font des duplicata en 3 exemplaires pour se faire rembourser. Et ça, du coup, Clara et ce n'est pas leur argent. Liberton, c'est des professeurs de sciences politiques qui disent ça n'est pas normal. En Suisse, par exemple, on contrôle avec qui on déjeune parce que du coup, là, ça veut dire que les députés peuvent déjeuner avec, par exemple, des représentants de grandes, ou des représentants de grandes entreprises qui vont ensuite les influencer pour faire passer des lois sur le glyphosate ou que sais-je. Et en fait, on ne sait pas combien de rendez-vous de ce type ils ont. Non, il n'y a aucun contrôle. Et c'est un gros problème en France. C'est dingue. Et en plus, encore une fois, on voulait, nous, quand on a essayé de faire changer la loi avec Hervé Le Breton et un autre monsieur du côté de Grenoble, qu'ils avancent l'argent et qu'on leur rembourse. Eh ben non, on leur donne l'argent sur un compte spécial. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un député là qui se payait de la drogue sans problème, puisqu'il avait une carte. Il allait au distributeur, il sortait de l'argent liquide et il se payait sa petite grobe. C'est pour ça qu'on a gaulé... En cash, du coup. Bah oui, oui, en cash. On en a gaulé un, il est dans le bouquin, qui a détourné plus de 100 000 euros de frais de restauration et 186 000 euros en liquide. Et donc il faudrait empêcher que les députés puissent retirer en cash de l'argent. Non, mais il faudrait simplement que ça soit leur argent et que s'il y a des justificatifs, on les rembourse. Comme dans n'importe quelle entreprise. Mais là, c'est là où on marche sur la tête. Je vais te donner un autre exemple que personne ne se rend compte. Personne. Aujourd'hui, dans n'importe quoi en France, quand tu fais tes comptes, ils doivent être équilibrés. C'est la loi. Budget personnel, budget de l'entreprise, association, grosse boîte, le budget doit être équilibré. Le seul truc où c'est pas équilibré, c'est l'État. Ah oui, ouais, complètement. Mais oui, mais 3 milliards, 300 milliards. Ouais, voilà. C'est le seul endroit où le budget n'a pas à être équilibré. Expliquez-moi. Et on s'en félicite. Et donc, c'est des gens qui nous expliquent que notre budget doit être hyper équilibré. On n'a pas le droit d'avoir un budget en déficit. Et eux, c'est les premiers à être en déficit. Il y a un moment donné, il va falloir que ça change. Parce que le déficit, en plus, il faut que les gens le sachent. C'est ton pognon. C'est mon pognon. C'est même pas le leur. Et ça représente que tu habites dans un pays qui n'est pas capable de rembourser. Mais ils vivent ça s'appelle vivre sur le dos de la bête. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et c'est pas nous qui vivons sur le dos de la bête, c'est eux. Ce qui est intéressant notamment pour finir avec les députés, on pourrait faire 1 heure on n'aura pas le temps d'être exhaustif là-dessus, on va renvoyer les gens à aller lire ça. Mais par exemple, moi dans ce livre, pas, je connais l'auteur. Dans ce livre, j'ai appris notamment, on en apprend beaucoup plus sur la réserve parlementaire. C'est quelque chose dont on parle très peu. Jamais. Alors, est-ce que tu peux nous redire exactement ce que c'est ? Et surtout, en fait, cette réserve parlementaire, c'est horrible de voir comment, en fait, ils se disent, finalement, il y a bien un problème. Notamment, je crois qu'Emmanuel Macron se saisit du problème. En 2017, on fait voter une loi pour dire il y aura fin de la réserve parlementaire. Mais c'est des menteurs. Pas tout de suite, puisque ce sera la fin en 2024. C'est ça, ouais. Et tu dis, d'ici 2024, ils ont eu le temps de trouver une solution pour garder cette réserve parlementaire. Ça y est, c'est fait. Ça y est, ça a été Ils sont en train de la remettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est exactement C'est du pognon mis à discrétion et à disposition des élus pour faire du clientélisme sur le terrain. C'est-à-dire que c'est une somme d'argent qu'on alloue à chaque sénateur, chaque député en plus. Pas tous en plus. En plus de leurs indemnités. Ah oui, non, en plus des indemnités, en plus de leur AFM, c'est en plus. Et qui peuvent distribuer comme ils veulent sur leur département ou sur leur circonscription. C'est un bonheur pour faire du clientélisme. Et le pire derrière, c'est que par exemple pour les sénateurs, ça leur servait à leur réélection. Puisque les sénateurs, il faut que le sache, ce n'est pas une élection directe. C'est une élection indirecte. C'est-à-dire que c'est des élus qui élisent les sénateurs. Donc si jamais j'ai un petit village et que mon sénateur me donne des sous pour restaurer l'église et qu'il me laisse entendre que ça serait plus facile pour moi s'il vote pour moi, le mec, il vote pour le sénateur. C'est une magouille qui sert uniquement à faire du clientélisme. Alors, ils ont essayé de l'encadrer, mais en fin de compte... Sur ce sujet, parce qu'on a beaucoup dévié, mais on est resté autour des députés, et c'est pas le seul sujet. Mais donc là, par exemple, pour toi, c'est un des problèmes fondamentaux, un des problèmes fondamentaux qu'on a en France, où tu dis justement la soupe est bonne. Est-ce que c'est tout ? Parce que tu parles beaucoup, tu commences même ce livre par une très belle lettre qu'on pourra lire à la fin, où tu dis aux personnes
Ah, continuez de manifester. Vous voulez revoir des gilets jaunes bis, vous voulez revoir de l'action. D'ailleurs, vous déplorez ça, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent... Les gens n'agissent plus. Moi, je connais beaucoup de gilets jaunes qui me disent, mais en vrai, les gens ne veulent plus y aller sur le terrain parce qu'ils se sont fait crever les yeux, arracher des doigts avec les grenades de désencerclement. Je sais, j'y étais. Les gens, on y était. Les gens ne veulent plus y aller. Les gens ont peur de manifester. Ils ont instauré. Tout a été fait pour ça. Mais déjà, rien que ça, c'est quand on se dit les gens ont peur d'aller manifester, c'est de la dictature. Ça veut dire, c'est déjà le premier truc qu'on est en dictature. On n'est pas encore en dictature, on est en démocrature. C'est un mélange entre la démocratie et la dictature. Alors comment est-ce qu'on doit interpréter une société où le citoyen a peur d'aller manifester ? Eh ben, où ils mettent en place des systèmes de répression intelligents. C'est aussi simple. Système de répression intelligent. Alors, je pèse mes mots quand je dis intelligent. Hein. Je voudrais dire perverse. Donc ils ont mis en place des systèmes qui, soi-disant dans la démocratie, te laissent la possibilité de manifester sans avoir la possibilité de le faire. Mais c'est pas très intelligent d'augmenter les tailles du flashball au moment des gilets jaunes, par exemple. Ils s'en foutent, ils n'ont plus aucun machin. Là, Macron, il vient d'acheter 91 de mémoire, 91 machines anti-émeutes, camions anti-émeutes. Ils viennent d'acheter je ne sais plus combien de flashballs, de machin. Ils viennent de changer la formule des gaz lacrymogènes à balancer sur les manifestants. Ils viennent d'autoriser, écoute bien, ça c'est important. Ouais. Ils viennent d'autoriser officiellement, ce que je dis est factuel, ils viennent d'autoriser officiellement la reconnaissance faciale sur les drones au-dessus des manifestants à Paris. Ouais, ça c'est depuis les Jeux Olympiques, ils avaient autorisé ça pour les Jeux Olympiques. Mais oui. De base c'était que pour les Jeux Olympiques. Oui, comme d'habitude. Tout comme les radars qu'ils avaient mis autour de Paris qui servent maintenant à flasher le covoiturage. C'est pour faire passer la pilule. Mais le pire dans cette affaire-là, c'est qu'en plus ils trichent. Parce que par exemple les drones, ils ont l'autorisation maintenant de la reconnaissance faciale au-dessus des manifestants, mais sur la frontière franco-espagnole. Ok. Les drones n'ont pas le droit de la reconnaissance faciale. Ouais. C'est-à-dire que les terroristes, les passeurs de drogue, les immigrés, je mets tout dans le même paquet, hein, pas de reconnaissance faciale. Expliquez-moi. C'est valable que pour les manifestants ? Ou les cols blancs qui font aussi passer de la drogue. Oui, tout. De frontière franco-espagnole, pas de reconnaissance faciale par drone officiellement. Signature du préfet. Je veux qu'on m'explique. Tu l'interprètes comment ? Je l'interprète simplement qu'il y a des trucs plus au-dessus de notre tête, où il y a des gens importants qui passent de la drogue ou je ne sais pas quoi. Et comme par hasard, ceux-là, il ne faut pas avoir de reconnaissance faciale. Parce que ce n'est pas compréhensible sinon. Là, on dit beaucoup de choses fortes. Et justement, comme tu le dis, tout ce que tu dis est sourcé. Faut rappeler que ton livre, tu as vendu des centaines, beaucoup plus que des centaines de milliers 120 000 livres. exemplaires de Pilleurs d'État 2015. Rien que pour Pilleurs d'État. Ouais. Tu as 10 autres livres. Ouais, j'en ai vendu 200 000 en tout. 200 000 en tout. Ouais. Et tu n'as jamais été non seulement condamné, mais même pas J'ai attaqué. eu un procès. Tu as eu un procès ? Parce que j'ai fait une erreur. Qui t'a attaqué ? Ah oui, donc dès que tu fais une erreur, c'est ça, nous, en général, dans les... C'est pour ça qu'on se permet de se tutoyer, parce qu'en fait, on est finalement dans les gens qui dénonçons, dès qu'on fait une erreur, elle est relevée. Ah, mais attends, c'est pire. Moi, je vais te te donner une histoire. Une fois, j'étais sur un salon du livre, et il y a un petit jeune qui vient me voir, et qui vient me remercier. En disant, merci, M. Pasco, grâce à vous, j'ai eu 3 mois de travail à Matignon. Ah bon? Tiens, tu peux m'expliquer? C'est étonnant comme déclaration. Et c'est sympa. Et le mec m'explique qu'avec 2 autres potes, ils ont été embauchés pendant 3 mois pour lire tous mes livres pour voir si j'avais une erreur. Tous les livres. Pour noter les gens que j'avais attaqués, parce que je mets les noms, pour savoir si je m'étais pas gouré, etc. 3 mois. C'est bien que si jamais la moindre erreur. Mais là, je reconnais, dans un des bouquins, je crois que c'est dans du goudron et des plumes, j'ai fait une erreur. J'ai pas de secrétariat, moi. Donc je suis tout seul, je suis un petit artisan, etc. J'ai fait une erreur sur un élu. Je lui ai attribué une condamnation qui n'était pas à lui. C'est-à-dire qu'il est passé en procès avec plusieurs personnes, et je lui ai mis une condamnation. Bon, je suis pas tombé sur le bon. Donc premier adjoint de la mairie de Nice, commandant de gendarmerie, franc-maçon et Front National. La totale. Donc j'ai été condamné à 50 000 € d'amende. J'étais plus condamné que Jean-Marie Le Pen. Mais là, ce que tu dis, par exemple, dans ce livre, tu n'as jamais été attaqué pour ce que tu dis sur Dupond-Moretti. Là, dans ce livre sur Bruno Retailleau, d'ailleurs, c'est intéressant. Monsieur 3. C'est-à-dire ça aussi, les gens n'ont pas de mémoire. Monsieur Retailleau, je l'appelle Monsieur 3. Regardez bien le chiffre. Ouais.
Tu veux Trois que chiffres. je t'explique? Pas spécialement. J'adore. Avant, il y avait une super émission à la télé qui s'était Interville ou je sais pas quoi. Et il y a un animateur qui un jour a été viré. Bruno Retailleau, actuel ministre Voilà. de l'Intérieur. Il y a un animateur qui a été viré, mais manu militari, parce qu'on s'est aperçu qu'il donnait les réponses à l'élu de la ville dans laquelle ils étaient. Tu me suis? Ça se passait du côté du Puy du Fou. Et donc cet animateur, il posait une question, et il y avait 3 réponses. Tu me suis? Oui, très bien. Et donc l'adjoint de la ville en question devait répondre en direct si c'était la question numéro 1, la réponse numéro 1, la 2 ou la 3. Et donc cet animateur, il s'est fait gauler image à l'appui, parce que sur sa jambe, à chaque fois qu'il posait la question, il mettait soit 1, soit 2, soit 3. Et il s'est fait gauler un jour parce qu'il a mis sur la main 3. Et donc l'adjoint qui a vu que c'était 3 a répondu à la 3e réponse. Est-ce que tu me suis? Non, mais c'est incroyable, ça. C'est pas incroyable, c'est vrai. C'est vrai. Et devine quelle était la personne, l'adjoint qui trichait? Ça, c'est vrai. Monsieur Retailleau. Oui, d'accord. Ok, facilement. Monsieur Retailleau qui trichait officiellement devant les spectateurs à la télé. Et dans l'affaire des chocolats, où là, les sénateurs... Lui, il a touché aussi. Est-ce que l'affaire des chocolats... Oui, voilà, on va venir... Pour l'instant, c'est pas Est-ce qu'on encore... peut dire que c'est... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sort dès qu'on dérange, on dit théorie du complot. On n'a rien de complotiste. Mais moi, j'ai des ici. preuves. Voilà. Est-ce que là, on peut dire que ce qui s'est passé au Sénat, c'était un complot un groupement de sénateurs qui se sont vraiment Oui, organisés pour mettre la main dans le 117. 117 De sénateurs. mémoire. Parce qu'en plus, il y en a qui ne touchaient pas. C'est une énorme affaire de détournement de fonds. Ah bah oui, jusqu'à 4 000 euros Est-ce par qu'on mois. peut dire que c'est un complot, là? Bah, je dis pas que c'est un complot. Moi, je dis pas un complot, j'ai des preuves. Un complot, ça peut être prouvé, justement. Bah non, si c'est un complot, oui, c'est pas un complot. Ouais, c'est des d'accord. preuves. Ok. C'est un En tout complot. cas, c'est une organisation de malfaiteurs. C'est une organisation d'élus Malfaiteurs. qui, pour moi, malfaiteurs, qui se gavaient d'argent liquide tous les mois sur nos deniers publics. Jusqu'à 4 000 euros par mois dans une enveloppe. Et c'est là où il faut faire attention, parce que quelqu'un comme Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur, justement, ne va pas directement mettre la main dans le pot de confiture. Vous me dites si je me trompe, mais en gros... Tu peux toujours me tutoyer. Au final, lui, se fait rembourser. Oui, lui, il a été plus Donc futé, c'est pas... En fait, c'est plus fin, c'est plus subtil, quoi. Ah, c'est plus subtil, mais ça n'empêche que c'est de l'argent auquel il n'avait pas droit. Oui. La seule différence entre Retailleau et les autres, c'est que lui, il a fourni des justificatifs pour cet argent qu'il a reçu. Mais de toute manière, il ne devait pas, cet argent-là, il ne devait pas le toucher. Donc ça veut rien dire. Lui, il a été un peu plus futé que les autres. Donc il a moins été mis en examen à ce sujet-là. En fait, c'est incroyable quand on entend ces affaires-là, on se dit, bon, bah là, il y a des affaires qu'on connaît. Combien d'affaires on ne connaît pas derrière? Combien d'affaires? Est-ce que tu savais, et je le mets dans le bouquin, que quand un sénateur prend sa retraite en fonction, on lui offre un cadeau en numéraire? En numéraire? Oui, du liquide, du flouze, du pèse, de l'argent, de l'artiche. Tu vois, quand il fait le pot de départ au Sénat, il y a quelqu'un qui arrive qui lui donne une petite enveloppe avec de la monnaie dedans. Mais c'est quoi? C'est sa retraite de tout? Non. C'est une prime? C'est une prime de départ, en liquide, non déclarable. Non déclarable. Non déclarable. Va faire ça, toi. Et de combien en général en pourcentage? J'ai pas le chiffre parce que je suis pas dans l'enveloppe. D'accord. Mais comme c'est des sénateurs, à mon avis, déjà quand je sais que Rincourt, qui a été ministre, il touchait 4 000 euros par mois dans les chocolats, à mon avis, c'est une bonne prime qui doit être entre 4 000 et 5 000 euros. Surtout qu'on voit dans ce livre comment finalement, non seulement il n'y a pas de contre-pouvoir, enfin très peu de contre-pouvoir dans le gouvernement, non, dans Mais il peut pas y en avoir. Dans l'État aujourd'hui, mais en plus, il y a tout un système qui est fait pour que les gens qui aujourd'hui ne sont plus au gouvernement, ne sont plus dans une fonction publique, puissent avoir toujours quelque chose, une petite rente. Mais c'est un bonheur. Laurent Fabius, sans contaminer, Conseil constitutionnel, ça c'est constitutionnel, pardon. Voilà. Mais même, soi-disant, et je le mets dans le bouquin, Madame Ségolène Royal, Monsieur Bayrou, Madame Ségolène Royal, ambassadrice des pôles de je ne sais plus quel endroit, boulot dans lequel elle a excellé par son absence. Partout, Monsieur Bayrou, patron des trucs du plan pendant qu'il était en plus de la mairie de Pau, etc. etc. Je ne sais même plus comment ça s'appelait. Partout, ces gens-là t'annoncent que leur fonction est bénévole. C'est pas vrai? Madame Ségolène Royal, elle avait 100 000 euros par an à dépenser. Monsieur Bayrou, il avait 500 000 euros par an à dépenser. Moi, je veux bien être bénévole à 500 000 euros par an. Hein.
Ça impose tout de suite. Même la moitié, ça me va. On rappelle que vous êtes bénévole à Anticorps, administrateur Administrateur bénévole de l'association Anticorps, auquel je conseille tout le monde d'adhérer. Association qui lutte contre la corruption et qui poursuit plusieurs entreprises et politiques. 160 dossiers au pénal. Colère, Benalla, Ferrand, tout ça, c'est des affaires qui auraient été étouffées si Anticorps n'était pas là. Et je suis Benalla aussi. Ah oui, il y a une partie du dossier Benalla avec un coffre-fort, je crois, qui a disparu. Si Anticorps n'était pas là, l'affaire aurait été enterrée royalement. Royalement. Et qui a emmerdé aujourd'hui pour des affaires de virgule, on le rappelle. Non, ça y est, on a retrouvé notre agrément, monsieur. Oui, mais qui a été... on a été très embêtés, tu penses. On a attaqué monsieur Colère, le secrétaire général de l'Élysée depuis 2017, fidèle scribe de monsieur Macron. Donc, il fallait qu'on nous retire notre agrément qui nous servait à pouvoir nous porter partie civile. Pouvoir se porter partie civile, c'est quoi? C'est-à-dire que quand un juge ou un procureur enterre une affaire en la classe sans suite, Anticorps peut prendre cette affaire-là, la mettre dans les mains d'un juge indépendant, et il y en a encore, et se porter partie civile pour que l'affaire continue. Anticorps est hyper utile. Et je suis le patron du 89. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans Lyon. Alors, on a encore beaucoup de sujets à voir. Je pense qu'on va encore avoir une quinzaine de minutes d'entretien, parce qu'après, on prépare le live qu'on va faire. Parce que là, vous voyez l'émission après le live qui va du coup passer quelques jours avant. Il faut qu'on parle de quelques noms, parce que notamment sur Mélenchon, vous êtes extrêmement dur, et donc on va pouvoir aller sur plusieurs noms comme ça et avoir votre avis. Avant ça, j'aimerais justement vous poser la question. On vient de parler aussi de la corruption dans les entreprises, et notamment des lobbies que vont rencontrer les députés. Pourquoi, donc, ce livre est déjà énormément chargé. Donc ma question, c'est pas, vous auriez pu faire 250 pages de plus sur les entreprises. J'ai dû en réduire d'ailleurs, mon éditeur voulait pas que ce soit aujourd'hui, la collusion, notre éditeur Max Milo, on le rappelle d'ailleurs, la collusion aujourd'hui entre le public et le privé est atroce. C'est comme ça en tant que journaliste. Ah mais ils tiennent tous par la barbichette. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas plus de la corruption des entreprises, représentants d'entreprises, des milliardaires? Vous parlez un peu des milliardaires de Rodolphe Saadé, notamment. Je parle de Saadé, de Arnaud et de Bolloré. Qui détiennent, vous en parlez juste. Tu parles, pardon. C'est vrai que. C'est pas grave. Dans 10 ans, ça sera bon. Par rapport aux milliardaires qui tiennent des médias. Oui. Mais aujourd'hui, la corruption, elle va. Hors micro, on parlait de la guerre, parce qu'il y a tout ce va-t-en-guerrisme aujourd'hui où on nous parle d'aller envahir la Russie, etc., ou de se protéger contre Poutine. Aujourd'hui, la guerre sert l'armement ou toute l'industrie, dont on en parlait hors micro. Pourquoi ne pas parler plus? Pourquoi ne parler que des politiciens dans ce livre? Parce que moi, c'est mon créneau. D'accord. En tant qu'ancien élu, Martine, elle parle des entreprises. Voilà. Raoult, il parle de la médecine. Moi, mon créneau, parce que tu peux pas tout écrire sur tout. Bien sûr. Donc, il vaut mieux se spécialiser dans un truc et être précis. Oui, il y a déjà 2000 noms. et en plus, c'est de plus en plus dur d'avoir des infos. Donc, on peut pas être partout, c'est impossible. Ça, c'est clair. J'en ai marre de tous ces experts à la télé qui connaissent tout sur tous les sujets, quand c'est personne qui connaissent rien. Moi, quand je parle d'un sujet, je connais mon dossier. Quand je dis que M. Arnaud, c'est une bonne réponse. Quand M. Arnaud est passé en procès et que M. Arnaud a négocié l'amende qu'il devait payer de plus de 1 milliard d'euros. Monsieur Arnaud, si tu m'écoutes, c'est pas bien, monsieur Arnaud. Toi qui veux partir parce qu'on veut t'imposer à 0,2 en plus, c'est pas bien, Bernie. 1 milliard d'euros et en fin de compte, il a négocié à 12 millions d'euros. C'est-à-dire que pour lui, il a payé une amende pour la forfaiture qu'il avait fait de 0,50 centimes d'euros. C'est une honte. Je l'écris parce que j'ai les preuves. Alors, très bonne réponse, mais alors qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? C'est horrible le tutoiement, vraiment. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette collusion entre le public et le privé? Et est-ce que même si on résolvait les problèmes de corruption, alors vous dites que c'est pas systémique, mais on sent bien qu'il y a quand même beaucoup de contre-pouvoirs qui ne sont pas déployés aujourd'hui ou mis en place. Mais c'est normal, tu m'as pas laissé parler de ça. Comment tu veux que les contre-pouvoirs se mettent en place puisque c'est les mêmes qui profitent du système? C'est-à-dire c'est-à-dire que les élus, quand ils sont dans l'opposition, après un moment donné, ils passent dans la majorité. Donc dans l'opposition, ils sont tous pour qu'on change les choses. Une fois qu'ils sont dans la majorité, ils profitent des choses. Donc la soupe est bonne. C'est ce que je dis, la soupe est tellement bonne. C'est ce qui pourrait se passer si le RN venait au pouvoir ou si le NFP ça ira venait pas au pouvoir. Mieux. Tant qu'on ne change pas réellement le système, de toute manière, le mec... Alors, je vais te donner un exemple bien précis par rapport à ça pour que les gens comprennent bien, c'est important. Mai 2017, on va tout changer. On vire les anciens politicards. La plupart des élus qui ont été élus en mai 2017 en tant que députés en juin 2017, c'était des mecs qui venaient de la société civile. Des mecs qui n'avaient jamais fait de politique.
On a viré plein de vieux briscards pour mettre des gens neufs. Et moi, quelques temps après, je me suis aperçu que ces mecs-là étaient pires que ceux qu'ils avaient virés. Ce que je t'ai dit, 87 qui ne sont pas venus à l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi. Qui, en juin 2017, te disait « Mais moi, je vais tout changer. Moi, je vais faire de la vraie politique. Moi, je ne vais pas faire comme les anciens. » En fin de compte, c'est le système. Tant qu'on ne change pas le système, la soupe est tellement bonne. C'est vachement dur de résister. Moi, j'ai été élu conseiller régional, président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur toute l'Île-de-France. 176 CFA, je ne sais plus combien, la VAE, l'école de la deuxième chance, etc., etc. Tu ne peux pas savoir les propositions que j'ai eues. Il a fallu que je me batte pendant 6 ans. Je dis bien que je me batte pour payer mes notes de restaurant autour de la région. Parce que la plupart des présidents de commission ne payaient pas leur restaurant. C'est dur de résister. Moi, le matin, j'étais un simple conseiller régional. Il y a des gens qui me tutoyaient. L'après-midi, je deviens président de la commission formation professionnelle. Les mêmes gens se mettent à me vous voyez. Le matin, j'étais un simple conseiller régional moche. L'après-midi, j'étais devenu un président beau. Cherchez l'erreur. Alors ça, c'est quoi? C'est culturellement, en fait, on entretient une forme de pouvoir en mettant les gens sur un piédestal. Oui, c'est exactement ça. D'accord, ok. Est-ce que les gens peuvent s'imaginer qu'un président de la République chie? Eh ben non. Parce que c'est pas possible. Johnny Hallyday aux chiottes avec la diarrhée. Eh ben non. C'est juste pour te donner des images. Oui, c'est un bon exemple. C'est pas possible. Les gens peuvent pas se l'imaginer. Donc c'est des gens que d'un seul coup, tu deviens quelque chose de pas touchable. Et quand tu t'approches, les gens ont l'impression d'avoir touché Dieu. Alors ça intéresse... Oui, ça vous en parlez aussi pour Mélenchon, où il y a cette sacralisation. Méluche, oui, c'est clair que lui, c'est... que vous connaissez bien. Que je connais bien. Tu connais bien. Que Méluche, c'est le summum de la tolérance à sens unique. Oui, Méluche est d'accord avec tout le monde, à condition que tout le monde soit d'accord avec lui. Alors, du coup, on va en parler juste après. Mais là, pour finir sur ça, parce que c'est intéressant. Parce que donc, non seulement il n'y a pas de contre-pouvoir, mais en plus, tout est fait finalement pour vous donner du pouvoir. Quand vous acquérez le pouvoir. Et donc c'est dur de résister. Il faudrait casser déjà toute cette culture du... Mais c'est clair, c'est une mentalité qui n'est pas... qui est judéo-chrétienne, qui passe très très bien. Je veux dire, d'un seul coup, tu deviens élu, donc... qu'est-ce qu'il faut que je te donne comme exemple? On crée du coup le système qui va corrompre, etc. Mais oui, puis tous les gens, à partir du moment où ils connaissent un élu important, ils ont l'impression d'avoir touché Dieu. C'est aussi un problème d'individu. Le peuple, entre guillemets, n'a les élus qu'il mérite. Comment ça se fait qu'on le sait partout? Qu'il y a tel élu qui est pourri, que tel élu a mis les mains dans la confiture, que Wörth a truandé sur le truc de Compiègne, que Guérini, etc., que Balkany. Ces gens-là ont été réélus pendant 20 ans, 30 ans. Tu les retrouves encore qui est con? Alors qu'il suffit de mettre un bulletin de vote différent de leur nom. On continue à le faire. Je rappelle quand même qu'il y a un type qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Il a fait 5 ans de prison. Les yeux dans les yeux. On dirait un rébut. Cahuzac. Voilà. La folie. Ouais, Monsieur Cahuzac s'est quand même présenté aux élections dernièrement. Ouais. Et il a quand même fait plus de 10% des voix. Qui est con? Sur une population de combien? Je sais plus, c'était pour une municipalité, je crois. Ouais, mais c'est énorme. Ouais, bien sûr, bien sûr. On peut pas dire qu'on ne sait pas. Alors oui, il a payé sa faute. Ah oui. Ah, il a payé, donc il peut se représenter. Mais t'es pas obligé de voter pour lui, madame. Hein. Non, parce que c'est ce qu'on me dit. Oui, mais tu comprends, il a payé, il a le droit. Bah ouais, mais t'es pas obligé de voter pour lui. Or, il a quand même plus de 10% des voix. Qui est con? Toi, t'es comptable. Tu voles. On t'interdit de rebosser dans un truc de comptabilité. Toi, t'es animateur d'un centre de loisirs. Tu tripotes des enfants. T'es condamné. On t'interdit de t'approcher. Toi, t'es... journaliste, on s'aperçoit que tu as truandé dans tes papiers et que tu t'es fait payer par un pays étranger. J'ai rien dit. T'es viré du jour au lendemain. Et t'as plus le droit d'être journaliste. Et tu perds ta carte de presse. 2 poids, 2 mesures. On est bien d'accord, c'est ce que je voulais t'entendre dire. 2 poids, 2 mesures, mais y compris par le peuple. Parce qu'on n'admettrait pas qu'un comptable redevienne comptable s'il a truandé. On n'admettrait pas. Les gens qui sont dans les assurances, qui truandent sur les assurances, ils n'ont plus le droit de... Et si jamais ils reprenaient un boulot dans les assurances, mais ça créerait un scandale populaire. Et bien pour les élus, ça pose pas de problème. Le mec, il t'a baisé, il a piqué ton pognon, il s'est foutu de ta gueule,
Il a été condamné. Et toi, comme un con, tu vas revoter pour lui. Qui est con? Moi, je me suis battu contre des gilets jaunes en 2020, à Marseille. Je sors d'une conférence à Marseille. J'ai un type qui s'appelle Salim, qui est un type adorable. Je vois des gilets jaunes dans la rue. Ils sont en train de distribuer des tracts pour voter pour Macron. Des gilets jaunes? Oui. Des gilets jaunes? Oui. Non, ça, c'est impossible, ça. Mais je te le dis, j'ai failli me battre avec eux. La peur, le fascisme, le machin, les bidules, on vote Macron. Putain, t'as pas été assez éborgné, connard? T'as pas les amendes à 135 € parce que tu portais une cravate jaune, parce que tu manifestais? J'ai des gens qui ont eu des amendes parce qu'ils portaient un drapeau bleu, blanc, rouge, et tu me sors un tract pour voter pour Macron, et t'as pas l'impression qu'il y a un bulletin blanc? Tu m'aurais dit les foulards rouges ou les... Non, des gilets jaunes. Deuxième tour. Eh ben. Préférez voter Macron plutôt que de s'abstenir. Oui, par rapport à... Mais je m'en fous. Par rapport à la guerre avec... par rapport à la manipulation à la con, on leur dit si tu veux pas le fascisme, tu veux pas le chaos, faut voter Macron. Donc entre la peste et le choléra, choisis le choléra. Mais il y a un truc qui s'appelle le bulletin blanc. Pourquoi tu t'en es pas servi, connard? Bulletin blanc, ça sert à rien. Alors ça a vachement servi de voter pour Macron. Hein. Non mais tu vois, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Moi, je le dis souvent maintenant, et écoutez-moi bien. Est-ce que depuis 2017, il y a une seule chose que tu puisses citer de bien pour le peuple? Ça dépend quelle partie du peuple. C'est les ultra Non, je parle pour le peuple. Je parle pas des le peuple, les ultra riches, c'est autre chose. Hein. Je parle pour le peuple. Ouais. Dites-moi, retraite, hôpital, on a fermé des lits, école, prud'homme, bouffe. Quoi? Une seule chose de bien pour le peuple. La CAF? Citez-moi. On cherche. On cherche complètement. Et tu vois, moi, je fais dans le simple. Je fais pas dans le compliqué. Quand M. Macron et ses sbires nous disent que tout va bien, je veux qu'on m'explique pourquoi il y a 5 millions de personnes qui n'arrivent plus à bouffer de la viande une fois par jour et que le nombre de gens, les queues qui s'allongent devant la banque alimentaire. Mais à part ça, tout va bien. Je veux qu'on m'explique pourquoi il y a des gens qui gagnent le SMIC et qui dorment dans leur voiture. Je veux qu'on m'explique pourquoi demain, les gens pourront même plus se servir de leur bagnole avec le putain de zone de forte exclusion. Ou en pire. C'est-à-dire que le mec qui sera en critère 3, qui va être obligé d'acheter une voiture en critère 2, il pourra même pas revendre sa voiture critère 3, puisque plus personne n'en voudra. Si c'est pas des lois anti-pauvres... 70 € d'amende. Mais dans la mauvaise zone. Je veux qu'on m'explique comment on se fait niquer la gueule. Comment maintenant sur les autoroutes à flux libre. J'adore les formules. Ah oui, ils utilisent le langage d'une certaine manière. Mais oui, ils sont pas fous les mecs. Hein. Ils te font croire que c'est pour ta liberté, que c'est pour ta sécurité, etc. Et en fin de compte, c'est pour, excusez-moi les termes, c'est pour mieux te niquer. Mais moi, je le fais de façon pragmatique. Tu te rends compte que si maintenant, non seulement tu prends l'autoroute, dont c'est nous qui avons payé la plupart des investissements, mais que c'est toi le soir qui dois taper sur ton Internet, à condition que tu connaisses bien, et que si tu payes pendant les 2 jours, tu as 10 € d'amende, si tu payes pendant les 15 jours, tu as 135 € d'amende. Et qu'en plus, tu sais même pas quand tu rentres sur l'autoroute. Donc tu sais même pas que tu dois être obligé de payer. Non mais à un moment donné, faut arrêter. Juste avant de parler de Mélenchon, il y a une phrase sur la partie tout ton chapitre sur les médias qui est extrêmement intéressant parce que tu montres comment ils font de l'intox. Et moi, c'est vrai qu'en tant que journaliste, l'affaire Gauthier. Voilà, et nous, et c'est vrai qu'on essaie ici, on a peur nous en tant que journaliste indépendant, rebelle, on a peur de faire la moindre formule qui pourrait être interprétée comme de la désinformation, puisqu'on est tout de suite étiqueté là-dessus. Mais en fait, quand on voit la désinformation aujourd'hui qui est faite sur les médias traditionnels, moi, ça m'allège l'esprit, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que du moment qu'on fait le travail honnêtement, il n'y a pas de problème. Et là-dedans, dans cette discussion, tu as une très belle formule. Tu as une très belle formule qui... Je suis pas sur l'affaire dont tu viens de parler, mais c'est après, là, tu as une très belle... Voilà, tu dis, aujourd'hui, je me rends compte que l'info certifiée et sourcée n'est plus suffisante, surtout si elle est dérangeante. Il faut absolument que cette vérité soit conforme à la norme que l'on veut nous imposer. Il faut impérativement qu'elle plaise à ce que veulent entendre ou lire nos dirigeants politiques ou économiques, à ce qu'ils ont cédé pour le petit peuple. On rappelle que quand on dit... C'est bien, c'est le mec qui a écrit ça, là. C'est toi. On rappelle que quand on dit... Des fois, je m'étonne. Quand il y a 10 ou 20 milliardaires qui détiennent l'information française, oui, c'est vrai. Et la dernière fois, c'est intéressant parce que j'entendais des gens avec Tristan Mendes France et Rudy Ralchat qui disaient « Non mais ça veut rien dire, c'est bien, un jour tu peux écouter l'information de Rodolphe Saadé, le lendemain de Patrick Drahi, ensuite tu vas voir ce qui se passe chez Bolloré. » C'est la même. D'accord. Mais ensuite,
Est-ce que tu entends un journal du peuple, un journal des plombiers, un journal des artisans? Tu sais, là aussi, je suis très pragmatique. Est-ce que dans les journaux qui appartiennent à M. Saadé, il y a un seul article sur le fait qu'il ne paye que 2% d'impôts? Un seul article. Est-ce que dans les journaux de M. Bolloré, il y a un seul article ou un seul reportage sur ces petites affaires scabreuses du côté du Togo? Est-ce que sur l'affaire, sur les journaux appartenant à M. Arnaud, il y a un seul reportage, un seul article sur l'affaire qu'il a eue avec Fakir? Non. Donc dans ces cas-là, ces gens-là ne font pas de l'information indépendante, ils ne font que de l'information qui sert leurs propres intérêts. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que, par exemple, il y a même un type qui s'appelle Bolloré, je pèse mes mots, qui a travaillé à travers ses journaux pour favoriser l'élection du prochain pape? Il l'a fait. Et c'est pas gratuit. Et tu t'en rends pas compte. Et tu t'en rends pas compte. Parce que quand tu as dans Paris Match un article dithyrambique sur un cardinal, etc., qu'on met en avant, qu'on sait que l'article va être traduit dans plusieurs langues, c'est uniquement en sachant que monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean-Paul II, là, c'est lui? Non, c'est pas lui. François Ier, ouais. Et malheureusement, dans un état pitoyable, monsieur Bolloré, lui-même, économiquement, prépare l'élection du prochain pape. Si ça, c'est pas de la manipulation, je veux qu'on m'explique. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a un mec que je déteste, qui, entre guillemets, était le patron de Paris Match, qui a démissionné de son poste ou qui a été viré à cause de ça. C'est pas moi qui le dis. C'est factuel, ce que je dis. Je ne reprends que les propos du mec qui a été viré de Paris Match parce que, justement, il y avait un article qui était passé par-dessus la tête de la rédaction, imposé par M. Bolloré, pour parler de ce mec-là, futur pape. Moi, j'hallucine. Et les gens, malheureusement, s'en rendent pas compte. Pour finir l'entretien on aura le temps. De toute manière, on va faire le live après que vous pouvez retrouver. On va le mettre directement dans la description si vous voulez aller voir l'autre partie de ce qu'on va faire. On va aussi parler de l'actualité plus largement. Sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, parce que du coup, dedans, vous êtes très... vous racontez des histoires où, effectivement, il y a des procès qui ont été non terminés pour vice de procédure sur des emplois de passe-droit. Donc, c'est ça. Pour sa fille. Donc, c'est des sortes d'emplois fictifs, finalement. Alors, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai appris quelque chose sur, en général, l'emploi fictif. Je ne m'en rendais pas compte à quel point c'était généralisé. C'est énorme. À l'Assemblée nationale ou n'importe où. Et ça continue. Les institutions publiques, oui. Et notamment, il y a ce truc où vous dites, quand on a peur finalement de faire un emploi fictif pour sa femme, la technique, c'est on échange les épouses. C'est ça. On le fait. Donc toi, je prends ton épouse dans mon cabinet, et toi, tu prends ma femme dans ton cabinet. Et si possible, c'est des vraies stratégies mises en place pour... Et pour que ça se voit un peu moins, pour niquer le peuple, faut le dire. Tu l'inscris dans son boulot sur son nom de jeune fille. Ce qui est encore plus difficile à trouver derrière. À contrôler. Ouais, complètement. Donc là, ça, c'est un changement de loi Macron. Alors là, justement, ça va pas faire plaisir aux personnes de gauche. Vous n'avez pas peur de... parce que pourtant, vous êtes plutôt de tendance à être de gauche. Mon premier patron à 14 ans s'appelait Henri Krasuki. Je peux pas dire mieux. J'ai bien connu le père Henri. Je le voyais tous les matins dans l'imprimerie. Donc je peux pas dire mieux. Le mec qui me traite d'extrême droite, je rigole. Par contre, je respecte de plus en plus, malheureusement... je pèse mes mots, des mecs de droite qui sont beaucoup plus ouverts que certains sectaires de gauche. Mais finalement, il y a beaucoup plus de points communs, je trouve, aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est dur à entendre parce qu'on parle beaucoup de fachosphère par là, d'ultra-gauche par là. Les gens se catégorisent. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de points communs. Si on étudie, on se pose, on analyse entre des gens qui vont voter à droite comme à gauche par rapport à la nouvelle troisième voie qui arrivait avec le macronisme et cet idéalisme du ruissellement... Je dirais pas troisième voie, moi je dirais troisième poubelle. Cette troisième poubelle, si vous voulez, du fanatisme pro-libéralisme, on donne tout aux entreprises et rien à la population. Et finalement, ceux qui votent Marine Le Pen ou ceux qui votent Jean-Luc Mélenchon ont souvent beaucoup plus de points communs s'ils arrêtent de se dire facho, gaucho, etc. Oui, mais aujourd'hui, on est dans le binaire. Il n'y a pas de discussion, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, c'est ça le problème. Aujourd'hui, tu es condamné avant d'être accusé. Mais le jour où tu mets du débat, les gens se rendent compte qu'ils ont des points communs. Non, il n'y a pas de débat. C'est impossible. Aujourd'hui Non, mais c'est impossible aujourd'hui. Va essayer de faire un débat sur le Covid dans la famille. Tu as vu le nombre de familles qui ont explosé ? Ça veut pas dire que c'est impossible. Va essayer de faire un débat sur celui qui veut un peu plus de liberté dans le wokisme et celui qui dit que c'est de la merde.
Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. T'es pour ou t'es Vous êtes contre. pessimiste? Je suis très pessimiste là-dessus parce que tout est fait pour que les gens soient binaires. Pourtant, dans votre lettre, vous n'êtes pas du tout pessimiste. Mais non, parce celle qui est au début, que faut se battre, parce que je suis pessimiste moi-même, mais officiellement, je refuse de l'être, parce que j'ai espoir en l'être humain, j'espère qu'on va arriver à basculer, mais ça ne se fera que par le peuple. Je te le disais tout à l'heure, je souhaiterais que les gens arrêtent d'être consommateurs de la démocratie et qu'ils deviennent acteurs de la démocratie. Moi, je pleure quand je vois que dans les conseils municipaux, il n'y a jamais personne. Je pleure quand les gens votent pour un élu et pendant 5 ans, il ne s'occupe pas de ce qu'il va faire. Quand il s'en occupe, il est trop tard. Je pleure que les gens en France ne soient pas capables de s'unir pour se battre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait Macron? Les pompiers ont un petit peu gueulé? Un petit sucre. Les camionneurs ont un petit peu gueulé? Un petit peu de gasoil. Les VTC ont gueulé? Une petite faveur par rapport au Uber. Les avocats ont gueulé? Machin. Alors qu'on descendait la rue tous ensemble un samedi. Il était mort. Les pompiers, les VTC, les ambulanciers, etc. Il était mort. Ce gouvernement, en 2 jours, était mort. Mais le problème qu'on a en France, c'est que chacun travaille pour sa seule sacristie. Chacun travaille pour sa seule calèche. Et il ne s'occupe pas des autres. Aujourd'hui, je pleure. Parce que de plus en plus, je vois des gens qui ne disent pas bonjour à leurs voisins qui habitent dans le même immeuble depuis 20 ans, parce que l'autre ne lui dit pas bonjour. Et ça, c'est grave. Et tout est fait pour que les gens se rabattent sur eux-mêmes. Aujourd'hui, on n'est plus dans le vivre ensemble. On est dans le vivre chacun pour sa gueule. Aussi bien dans les communautés que dans le travail, que dans la retraite. Chacun pour sa gueule. Et tout est fait pour que tu penses ça. Parce que quand tu n'as plus de retraite, quand le code du travail est cassé, quand les hôpitaux ne marchent plus, quand tout ça, ça ne marche plus, qu'est-ce que fait le père de famille? Il se rabat sur sa seule famille. Le voisin d'à côté qui est en train de crever, il n'a qu'à traverser la rue. Hein. Pour finir l'entretien, donc là, Mélenchon, là les gens pourraient se dire, ah bah il tape beaucoup sur Manuel Valls, Mélenchon, beaucoup de gens de gauche, mais rarement des gens du Rassemblement National ou d'extrême droite. Mais qu'est-ce que je tape sur le Rassemblement National? Ils n'ont pas encore beaucoup d'élus. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, moi je les connais, les gens du Front National, comme je connais les gens de gauche. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur le Front National? Taper sur Marine Le Pen comme ils sont en train de taper à cause des emplois fictifs, je suis désolé et je l'affirme. Tous les partis politiques de l'époque ont fait la même chose. Je rappelle qu'il y a un monsieur Bayrou qui est accusé exactement de la même chose que Marine Le Pen. Sauf qu'au Rassemblement National, ils ont été moins futés, ils ont moins maquillé les comptes et eux se sont fait gauler. Mais sinon, ils sont tous pareils. Ils sont moins subtils que les partis de gauche, sais pas, ou ils ont plus creusé, tu sais. Quand tu prends une bonne pelle et que tu creuses à tel endroit, tu trouves. Si tu refuses de creuser à côté, tu trouves pas. C'est aussi simple que ça. Hein. Il y a des juges qui savent tourner les yeux, tu vois, en fonction de la médiatique, enfin un tas de choses. Moi, alors là, Mélenchon, vous dites que donc, vous le connaissiez, et à un moment où vous le recroisez, c'est au début du livre, vous arrivez, et puis il arrive devant vous, et puis vous lui dites... non, c'est lui qui s'adresse à vous et dit « Ah, monsieur Pasco... » Pas tout de suite. Hein. Un des seuls... Dans le livre, en tout cas, ça arrive tout de suite. C'était une émission avec Brunet, donc je peux pas, il y avait des témoins. Et en off, il vous dit « Philippe Pasco, un des seuls que je n'ai pas pu acheter dans l'Essonne. » Ouais. C'est quand même. Qu'est-ce que ça veut dire là ça veut dire ce que j'ai écrit. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il est aussi dans des enjeux de politique, d'aller essayer de. C'est quoi? Il avoue qu'il fait de la corruption. Il peut pas me la faire. Je l'ai fréquenté pendant X temps dans l'Essonne. Il y avait à l'époque le triumvirat Manuel Neyman, que je salue, qui n'avait pas que sa langue dans sa poche. Il y avait Julien Drey, que j'ai bien connu. Julien Drey, c'est celui qui a fait... On a fait notre première radio ensemble, entre guillemets, quand il a été élu député. Je lui ai offert un nounours qu'il a gardé pendant 10 ans. Et tous les ans, je lui offrais une montre au moment de ses vœux. Je ne peux pas faire mieux. Et Mélenchon. Donc je les connais bien, ces gens-là. Donc Mélenchon, il ne peut pas me dire qu'il est aussi tolérant qu'il veut le voir. Moi, il ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Parce que j'ai osé présenter quelqu'un contre lui à l'époque. Crime de lèse-majesté. Crime de lèse-majesté. Dans quel cadre présenté contre lui? Parce que moi, j'étais président d'un petit parti politique de merde et que j'ai présenté quelqu'un contre lui dans le département de l'Essonne comme sénateur et qu'il n'a pas toléré. Vous aviez créé un parti politique? Non, je faisais partie du PRG, Parti radical de gauche. D'accord. Donc, et je n'étais pas franc-maçon. Ah oui, d'accord. Et je n'étais pas franc-maçon. Ah, oui. Et donc vous étiez présenté face à son candidat? J'avais présenté un candidat contre M. Mélenchon. Contre lui, et il a piqué une crise, quoi. D'accord. Et vous puis dites que dès qu'il est contredit en général... il est très tolérant à condition que tout le monde soit d'accord avec lui. C'est la marque de fabrique de M. Mélenchon.
Et vous comprenez que les En gens... plus, moi, je connais le nom de son gendre, Monsieur Amar, qui se retrouve député, désigné par les militants uniquement par Monsieur Mélenchon. Et je pose une question de journaliste pur. Parce que j'imagine ce que les gens peuvent dire dans les commentaires. Justement, vous dites « Ah, mais les gens n'agissent pas ». Mais là, par exemple, Mélenchon, donc c'est une question bête que je pose, mais Mélenchon peut représenter un espoir pour beaucoup de personnes. Et en disant ça, vous, finalement, découragez certaines personnes qui peuvent se dire « On va s'engager en politique ». Finalement, ça les découragerait presque de se dire « Bon, bah alors… » Mais à quoi ça sert de faire l'autruche? Moi, Voilà, ce que je dis sur Mélenchon, c'est truc, factuel. Ouais. Si Mélenchon, j'avais rien à dire, je dirais rien. Et alors, est-ce que vous voyez une solution? Est-ce que tu vois une solution en politique ou tu vois une solution ailleurs sur une anarchie gilet jaune? Tu sais le taux aujourd'hui d'élection d'un élu en France? La moyenne, en moyenne. Non. Chaque élu aujourd'hui en moyenne en France est élu avec 1,2 électeurs sur 10. Ok. 1,2 électeurs sur 10. Ouais. C'est la moyenne. Commencez par aller voter, les mecs. Ah, mais du coup, si on ne sait pas pour qui voter. Votez blanc. Si le jour où nous sommes dans une société médiatique, le jour où les blancs dépassent les exprimés, ils sont morts. Mais c'est ce que je fais, je vote tout le temps blanc. Mais maintenant, je vote blanc, moi aussi. Sauf si je rencontre un Jean Lassalle, si je rencontre un type sympa, au premier tour, je vote pour lui. Mais ça non plus, c'est pas forcément une bonne chose. Mais... Question bête que je connais pas la réponse. Est-ce que les votes blancs tombent dans l'abstention? Alors, les votes blancs tombent dans l'abstention avec les votes nuls. Ah, voilà. Oui, donc en fait, on ne sait pas combien de personnes, si ça se trouve, il y a, énormément de gens qui vont voter. Non, les votes blancs sont comptabilisés. Hein. Ah, d'accord. Tout est comptabilisé. La moyenne des votes blancs en France est 5%. Blanc ou nul. Mais quand on voit 30% d'abstention, est-ce que c'est vraiment... Ah non, mais c'est les gens qui vont pas voter. D'accord. C'est autre chose. Okay. Les votes blancs et nuls sont comptabilisés dans les non exprimés exprimés. D'accord. Les non exprimés. Mais comme je dis toujours, les gens ne se rendent pas compte. Le vrai mécontentement aujourd'hui, la vraie colère, c'est d'aller voter. Mettre n'importe quoi sur le bulletin pour avoir un bulletin nul ou mettre un bulletin blanc. Parce que ne pas aller voter, c'est pas de la colère. Moi, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu voter. Tu étais peut-être malade. Ta voiture est tombée en panne. Tu viens de déménager. T'as pas trouvé ton bureau de vote, t'étais parti voir ta maman bouffer le dimanche à 70 km et quand t'es rentré, le bureau de vote était déjà fermé. On ne sait pas pourquoi tu n'as pas été voté. Alors que si tu vas voter et que tu mets un bulletin blanc, on sait que t'es pas d'accord avec le panel complet de la politique qu'on nous propose. Et aujourd'hui, à partir du moment où il y a 96... Moi, je milite pour le vote obligatoire, qu'on soit bien clair. Pourquoi ? Parce qu'il y a 96 pays où ça existe. Et écoutez bien, à partir du moment où il y a le vote obligatoire, le vote blanc devient un vote politique. Dans tous les pays où il y a un vote obligatoire, si le bulletin blanc dépasse un certain seuil, ils rentrent tous à la maison. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le bulletin blanc devienne un vote politique. Parce qu'ils ont tous peur de dégager. Mais à partir du moment où le vote blanc deviendrait politique, ils sont morts. Philippe Pasco, merci. C'est un plaisir d'avoir pris le temps. Je sais pas, dans mes notes, on n'a pas fait la moitié ni même un tiers. Pardon. Mais on pourra. Bah non, c'est fascinant. Du coup, on va le faire dans. Donc vous regardez là l'émission qui passe après le live, mais voilà, dans le live, on pourra répondre à tout ça. Donc si vous découvrez notre émission là maintenant, allez dans la description sur YouTube. Vous retournez, vous aurez l'avenir après. C'est ça, on fait l'avenir, c'est comme les films quand on revoit le passé. Ça. Non, mais c'est passionnant. On rappelle, Pilleurs d'État encore et encore. Et d'ailleurs, numéro 1 dans plusieurs catégories sur Amazon. Sans être passé dans un grand média. Pas dans la catégorie jeunesse, j'imagine. Non, mais dans la catégorie jeunesse, je constate quand même que les jeunes sont intéressés. Pourquoi ? Parce que mon écriture est simple. J'ai pas fait une écriture compliquée. Donc je fais une écriture qui est accessible à la ménagère de moins de 50 ans. Et c'est ma force. C'est-à-dire, ce que j'écris, c'est factuel, et c'est aussi simple à comprendre. Et je fais pas des tartines. J'ai pas écrit des bouquins pour les élites. J'ai écrit des bouquins pour le peuple. Pourquoi vous n'écriviez pas... Je peux relancer une question. Essayez, on a envie de faire 3 heures d'émission. On vous recevra avec plaisir. Je vais garder toutes les questions qu'on n'a pas le temps de faire là. Et donc donc le lien vers le live, si vous voulez poursuivre, si vous voulez en voir plus, vous regardez dans la description sur YouTube. N'hésitez pas à aller retrouver ce livre. Il y avait une autre information que je voulais donner. Non, je me souviens plus. Une autre actualité de votre côté ?
en ce moment? Non, bah si, Pas je fais spécialement. plusieurs salons du livre, je fais Ah oui. plusieurs médias, voilà. Vous faites des Ouais, Tu fais des dédicaces, je fais dans le salon de Saint-Louis, je fais le salon de Cône-sur-Loire, et je vais partout où on m'invite pour faire des conférences gratuitement. Donc si jamais il y a des gens qui veulent que je vienne faire une conférence sur la corruption, sur l'éthique, sur les élus dans leur territoire, qu'ils t'appellent ou qu'ils t'envoient un message, tu as mes coordonnées, ils m'appellent, je me déplace gratuitement. Je peux l'attester puisqu'on avait fait une conférence débat l'année dernière effectivement sur la politique et quelle voie pour l'avenir. Vous aviez répondu tout de suite. Merci Philippe Pasco d'être venu. Si cet entretien vous a plu, Juste un petit saut, vas-y avec plaisir. adhérez à Anticorps. Anticorps, tout à fait. Anticorps. Sur le site internet, j'imagine. Anticorps, non, c'est portail@anticorps.org. Portail@anticorps.org. Vous pouvez payer au mois. C'est la seule association, enfin non, on est 3, une des associations qui lutte efficacement contre la corruption politique. Et est-ce que les gens qui cherchent à faire du bénévolat, à œuvrer en plus de leur travail, est-ce que il y a au-delà de la compensation de la contribution financière? Il y a possibilité de faire tout ce qu'on veut quand on veut le faire. Et moi, sur le département 89, je vais bientôt monter des trucs pour que les élus qui mettent les doigts à la confiture tremblent. Nexus, le magazine est en kiosque. Partagez cette vidéo autant que vous pouvez, ça nous aide beaucoup si ça vous a plu. D'ailleurs, abonnez-vous sur YouTube si vous pouvez. Bon voilà, il y a plein de trucs pour nous soutenir. On vous embête pas plus. Merci d'avoir pris le temps. À bientôt.